l'architecte de sa propre chute. J'ai découvert que ma belle famille préparait mon assassinat le jour de mon mariage. Alors j'ai décidé de leur offrir le spectacle de leur vie et de leur mort. Le champagne tremblait dans ma main quand Rémi, mon ami photographe, m'a montré les clichés qu'il avait pris en secret. Des photos floues, prises depuis les buissons du manoir, mais suffisamment claires pour reconnaître les silhouettes. Ma future belle-mère Célestine de Lalande discutant avec un homme que je n'avais jamais vu, échangeant une enveloppe contre une mallette d'argent. « Tu es certain que c'est elle ?» demandai-je à Rémi, ancien journaliste d'investigation reconverti dans la photographie de mariage. « Absolument sûr, Alexandre. L'homme s'appelle Victor Petrov, ancien membre des services secrets russes, maintenant spécialisé dans les accidents de riches héritiers. J'ai fait mes recherches. » Je posai le verre. Une étrange paix m'envahit. Après des mois de soupçons, de sourires forcés et de conversations qui s'arrêtaient net à mon arrivée, j'avais enfin une réponse. La famille de ma fiancée Émilie voulait ma mort. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» me demanda Rémi. « Me marier, » répondis-je calmement, « et leur donner exactement ce qu'ils veulent, à ma façon. » Il me regarda comme si j'avais perdu la raison. Peut-être l'avais-je perdue, ou peut-être venais-je de la retrouver. Dans 3 jours, j'épousais Émilie de Lalande, héritière d'un empire textile de 200 millions d'euros. Assez pour tuer, apparemment. Mais avant de vous expliquer comment j'ai orchestré ma propre disparition le jour de mon mariage, laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert que ma future belle famille planifiait de me transformer en veuf, permanent. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, avec un clochard qui dormait près de mon bureau. Fabrice était un ancien comptable, licencié à 55 ans après 30 ans de loyaux services. Il vivait dans la rue depuis 2 ans, mais gardait cette dignité particulière aux hommes brisés par le système plutôt que par leur choix. Chaque matin, je lui achetais un café et un sandwich. Pas par charité, mais par reconnaissance. Fabrice était ma fenêtre sur un monde que mon privilège m'empêchait de voir. Ce matin de février, Fabrice m'avait interpellé d'une voix urgente. « Monsieur Dufresne, attendez, il faut que je vous parle. »« Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice ? » ?»« Cette nuit, j'ai entendu des types parler de vous près de votre Tesla. Ils disaient qu'ils allaient régler votre problème après votre mariage. Que vous ne verriez pas votre premier anniversaire. » Mon sang s'était glacé. « Vous êtes sûr qu'ils parlaient de moi ? » Ils ont dit le fiancé de la petite de Lalande, celui qui conduit la Tesla rouge. C'est bien vous, non ? J'avais remercié Fabrice et lui avais glissé un billet de 50 €. Puis j'étais rentrée chez moi, perturbée mais pas encore convaincue. Fabrice buvait parfois, et les SDF développent souvent des théories paranoïaques. Mais le doute s'était installé. Les semaines suivantes, j'avais commencé à observer la famille de Lalande différemment. Célestine, la matriarche de 58 ans, toujours impeccablement vêtue, qui dirigeait l'empire familial d'une main de fer depuis la mort de son mari. Elle avait accueilli notre relation avec un enthousiasme suspect, trop empressée d'accepter un nouveau venu dans la famille. Philippe, le frère aîné d'Émilie, 35 ans, directeur financier de l'entreprise familiale, toujours en costume 3 pièces, qui posait des questions étranges sur mes habitudes, mes projets, mon testament. Et puis il y avait Margot, la cousine Benjamine, 28 ans, avocate spécialisée en droit des successions, qui s'intéressait beaucoup trop à mes biens personnels et à ma société de développement d'applications mobiles. Tous avaient d'excellentes raisons de vouloir ma disparition. Car voici ce qu'ils ne savaient pas. J'avais découvert que l'empire Moreau était au bord de la faillite. Mes propres enquêtes discrètes avaient révélé que l'empire de Lalande perdait 2 millions par mois depuis 3 ans. La concurrence asiatique, les mauvais investissements et surtout la gestion désastreuse de Philippe avaient vidé les coffres. Mon mariage avec Émilie leur donnerait accès à ma fortune personnelle.
45 millions d'euros gagnés en vendant ma première start-up à Google. Et ma mort accidentelle, après le mariage, leur permettrait de tout hériter sans partage. Le plan était parfait. Sauf qu'ils avaient sous-estimé leur cible. « Tu as l'air préoccupée ces derniers temps », m'avait fait remarquer Émilie un soir de mars alors que nous dînions dans notre restaurant habituel. « C'est le stress du mariage », avais-je menti. Comment lui expliquer que je soupçonnais sa famille de planifier mon meurtre? Émilie était-elle complice ou victime? Cette question me hantait. Mais les indices s'accumulaient, des conversations qui cessaient brutalement à mon arrivée, Philippe qui prenait des notes quand je parlais de mes habitudes, Margot qui me demandait si j'avais fait mon testament par précaution. Le déclic était venu lors du dîner dominical chez les Delalande, début avril. L'ambiance était tendue, les factures s'accumulaient, les fournisseurs menaçaient, et mes futurs beaux-parents semblaient de plus en plus nerveux. Heureusement qu'Alexandre va pouvoir nous aider après le mariage, avait lâché Philippe en me lançant un regard calculateur. Comment ça nous aider? Avais-je demandé. Eh bien, on pourrait fusionner nos activités. Tes applications, notre textile, créer un empire numérique traditionnel. Intéressant. Et si je préférais garder mon indépendance? Un silence glacial avait suivi. Célestine avait toussé délicatement. Mon cher Alexandre, dans notre famille, on ne fait pas les choses à moitié. Quand on s'unit, c'est pour tout partager. Tout, avait répété Margot avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Ce soir-là, en rentrant, j'avais remarqué que quelqu'un avait fouillé mon bureau. Discrètement, professionnellement, mais mes systèmes de sécurité informatique avaient enregistré l'intrusion. C'est là que j'avais contacté Rémi pour qu'il surveille discrètement la famille Delalande. Rémi Dubois était mon ami depuis l'université. Ancien journaliste d'investigation devenu photographe de mariage après avoir découvert trop de corruption qu'il ne pouvait pas publier sans risquer sa vie. Il était l'homme des situations compliquées. « Si la famille Delalande veut vraiment te tuer, m'avait-il dit après avoir étudié mes preuves, on peut les faire arrêter. Tentative de meurtre, c'est du lourd. Et s'ils disent que c'est moi qui ai monté ce stratagème pour les incriminer? Margot est avocate, elle trouvera des failles. Alors qu'est-ce que tu proposes? Les prendre en flagrant délit, mais pour ça il faut qu'ils croient avoir réussi. L'idée avait germé lentement. Si je disparaissais mystérieusement le jour de mon mariage, ils se trahiraient. Ils révéleraient leur vraie motivation et j'aurais les preuves de leur culpabilité. « Tu es complètement fou », avait dit Rémi. « Mettre en scène ta propre disparition le jour de ton mariage ? Pas mettre en scène, organiser réellement. Et si ça tourne mal, j'aurai un complice parfait. » Dr Louis Martineau était mon ami d'enfance et chirurgien esthétique dans une clinique privée de Genève. Quand je lui avais exposé mon plan, il avait d'abord refusé. « Alexandre, c'est de la folie. Tu veux que je t'aide à disparaître complètement ? Je veux que tu m'aides à sauver ma vie et à révéler la vérité sur des meurtriers en puissance. » Louis avait fini par accepter. Le plan était complexe mais réalisable. Une nouvelle identité, une chirurgie esthétique mineure, un exil temporaire en Suisse pendant que Rémi documenterait tout ce qui se passerait après ma disparition. « Et Émilie ?» avait demandé Louis. « Tu vas lui faire croire que tu as disparu ?» C'était la partie la plus douloureuse du plan. Je devais découvrir si Émilie était complice ou victime. J'avais décidé de la tester. Un soir, 2 semaines avant le mariage, je lui avais tendu un piège. « Émilie, j'ai reçu une offre pour vendre ma société. 80 millions d'euros. Qu'est-ce que tu en penses ?» Ses yeux avaient brillé d'une lueur que je n'avais jamais vue. « C'est formidable, chérie. Nous pourrions aider ma famille. L'entreprise traverse une période difficile. Tu penses que je devrais vendre ? Absolument. Et puis, après notre mariage, nous pourrons tout reprendre ensemble. Mes parents ont tellement d'expérience dans les affaires. Mon cœur s'était brisé. Émilie était complice.
La femme que j'aimais depuis 2 ans, celle avec qui j'avais planifié notre avenir, celle qui partageait mon lit et mes secrets, était dans le complot. Cette nuit-là, j'avais pris ma décision finale. Il voulait ma mort, il l'aurait. Mais pas comme il l'avait planifié. Le 15 juin était une journée parfaite pour un mariage. Soleil radieux, château de Malmaison loué pour l'occasion, 200 invités triés sur le volet, et une mariée éblouissante dans sa robe de soie brodée de perles. Émilie était magnifique. Les larmes aux yeux, elle avait prononcé ses vœux avec une sincérité qui m'avait presque fait douter de ses intentions. « Alexandre, tu es l'homme de ma vie. Je promets de t'aimer et de te protéger jusqu'à ma mort. » Jusqu'à ma mort, avais-je pensé. Pas la sienne, la mienne. La cérémonie s'était déroulée sans accroc. Philippe avait joué le témoin parfait, Célestine la belle-mère émue, Margot la cousine attendrie. Tous parfaits dans leur rôle. Pendant le cocktail, j'avais discrètement observé leurs interactions. Célestine consultait régulièrement son téléphone. Philippe vérifiait sa montre toutes les 5 minutes. Margot semblait nerveuse. Ils attendaient quelque chose. Ou quelqu'un. À 20h30, pendant le dîner, Victor Petrov était apparu. Officiellement, c'était un ami suisse de la famille, arrivé en retard à cause d'un vol annulé. En réalité, c'était l'exécuteur. Grand, athlétique, le regard froid, il s'était installé à la table d'honneur comme si de rien n'était. Nous avions échangé une poignée de main. Sa prise était ferme, calculée. « Mes félicitations, monsieur Dufresne. J'espère que vous aurez une vie conjugale mémorable. »« J'en suis certain, » avais-je répondu en soutenant son regard. À 22h30, au moment de la pièce montée, j'avais annoncé que j'allais chercher quelque chose dans ma voiture. Un cadeau surprise pour Émilie. « Ne soyez pas trop long, chérie, » m'avait dit ma nouvelle épouse. « La soirée ne fait que commencer. »« Je reviens dans 5 minutes, » avais-je menti. Je ne suis jamais revenue. Enfin, pas comme Alexandre Dufresne. Dans le parking du château, Louis m'attendait avec une ambulance. En 3 minutes, j'étais endormie. En 6 heures, j'avais un nouveau visage. En 12 heures, j'étais en Suisse avec une nouvelle identité. Thomas Brenner, informaticien allemand. Pendant ce temps, au château, la famille de Lalande découvrait ma disparition. D'abord l'inquiétude feinte, puis l'affolement orchestré, enfin l'appel à la police. Rémi, officiellement le photographe du mariage, documentait tout avec ses caméras cachées. Les 48 heures suivantes ont été les plus révélatrices de ma vie. Caché dans la clinique de Louis, suivant les événements via les caméras de Rémi, j'ai assisté au vrai spectacle. Le premier jour, ils ont joué la comédie parfaitement. Émilie en épouse éplorée, cherchant partout son mari disparu. Célestine en belle-mère inquiète, contactant toutes ses relations pour retrouver son cher Alexandre. Philippe organisant les recherches avec un professionnalisme suspect. Mais le deuxième jour, quand la police a découvert ma Tesla abandonnée près d'un ravin avec des traces de sang, du sang de porc, merci Louis, leurs masques sont tombés. Rémi avait planté des micros dans leur téléphone. Les enregistrements étaient édifiants. Conversation entre Célestine et Victor Petrov. C'est fait ? Plus proprement que prévu. Il a dû paniquer et se jeter dans le ravin. Parfait accident. Et le corps ? Emporté par le courant, on ne le retrouvera jamais. Votre fille est officiellement veuve et riche. Conversation entre Philippe et Margot. Combien de temps avant qu'on puisse toucher l'héritage ? 7 ans légalement, mais avec mes contacts au tribunal, on peut obtenir un certificat de décès présumé en 6 mois. 45 millions d'euros, plus qu'assez pour sauver l'entreprise. Et pour nous en mettre plein les poches.
Mais c'est la conversation entre Émilie et sa mère qui m'a fait le plus mal. « Tu es sûre que tu peux jouer la veuve éplorée pendant 6 mois ? » « Maman, j'ai joué la fiancée amoureuse pendant 2 ans. 6 mois de plus, c'est faisable. » Il t'aimait vraiment, tu sais. Tant mieux, ça rendait les choses plus faciles. Les hommes amoureux sont si prévisibles. J'avais mes preuves. Mais au lieu d'aller directement à la police, j'ai décidé d'ajouter un dernier rebondissement. Victor Petrov devait mourir dans un accident 3 jours après mon mariage. C'était prévu dans leur plan. Éliminer le témoin gênant. J'ai contacté Victor directement, en me faisant passer pour un client potentiel. « On m'a dit que vous étiez efficace », ai-je dit en m'asseyant à sa table dans un café de Montmartre. Il m'a jaugé du regard. Mon nouveau visage ne lui disait rien. « Qui vous envoie ? » « Quelqu'un qui a apprécié votre travail récent, l'affaire Dufresne. » Son visage s'est durci. « Je ne connais pas de Dufresne. » J'ai posé sur la table une photo de mon mariage. « Alexandre Dufresne, celui que vous avez aidé à rejoindre ses ancêtres. » Victor a souri. « Ah, lui, travail propre. Même pas eu besoin d'intervenir, il s'est suicidé tout seul. Parfait timing. » « Comment ça ? » Sa belle famille m'avait payé pour un accident de voiture après le mariage, mais le type a paniqué et s'est jeté dans le ravin avant que j'aie eu besoin d'agir. Économie de munitions. J'enregistrais tout avec le micro que Rémi m'avait fourni. « Vous n'avez jamais eu de scrupules ? » ai-je demandé. « Les scrupules ne paient pas le loyer. Et puis, sa famille voulait tellement s'en débarrasser. La mère m'a dit que le type était un obstacle à leur bonheur. » Elle vous a dit ça ? Textuellement. « Alexandre nous empêche de vivre, il faut qu'il disparaisse pour de bon. » J'avais ce qu'il me fallait. Victor venait d'avouer le complot et d'impliquer directement Célestine. « Une dernière question, » ai-je dit en me levant. « Si Alexandre Dufresne était assis en face de vous maintenant, que lui diriez-vous ? » Qu'il a eu de la chance de mourir rapidement, parce que sa famille l'aurait fait souffrir bien plus longtemps s'il avait découvert leur vraie nature. « Parfait, » ai-je répondu en retirant ma casquette et mes lunettes de soleil. « Merci pour cet aveu, monsieur Petrov. » Il a mis 3 secondes à comprendre qui j'étais. Sa main a plongé vers son manteau, mais Rémi était déjà derrière lui, accompagné de 3 policiers en civil. « Police, vous êtes en état d'arrestation !» Le piège s'était refermé, mais je n'en avais pas fini avec la famille Moreau. Au lieu de révéler immédiatement ma survie, j'ai attendu 6 mois. 6 longs mois pendant lesquels j'ai observé depuis la Suisse comment ils dépensaient mon argent. Grâce à mes contacts bancaires, j'avais bloqué tous mes comptes le jour de ma disparition, officiellement pour vérification de sécurité post-décès. La famille Moreau ne toucherait rien tant que l'enquête ne serait pas terminée. Mais ils ne le savaient pas. Ils pensaient que c'était juste de la bureaucratie. Pendant ces 6 mois, ils ont continué à révéler leur vraie nature. Philippe a licencié 200 employés par anticipation des bénéfices futurs. Célestine a acheté un yacht à 3 millions d'euros pour honorer la mémoire d'Alexandre. Margot s'est offert un appartement dans le 16e arrondissement pour être plus proche du tribunal où elle gérait la succession. Et Émilie a recommencé à sortir au bout de 3 mois. Officiellement pour surmonter son chagrin, en réalité pour chercher son prochain pigeon. Le 15 décembre, exactement 6 mois après ma disparition, j'ai organisé ma résurrection. J'avais invité toute la famille de Lalande pour une réunion exceptionnelle concernant la succession d'Alexandre Dufresne, dans le bureau de Maître Durand, le notaire familial. Ils sont tous venus. Célestine en Chanel, Philippe en costume sur mesure, Margot avec son sac Hermès, Émilie en veuve élégante. L'ironie était délicieuse. Ils portaient tous des accessoires de luxe achetés avec l'argent qu'ils pensaient hériter de moi. « Mesdames et messieurs », a commencé Maître Durand.
Avant de procéder au règlement de la succession, j'ai une révélation importante à vous faire. » Il s'est tu, créant un suspense insoutenable. Alexandre Dufresne n'est pas mort. Le silence qui a suivi était assourdissant. Émilie s'est levée d'un bond. « Comment ça, pas mort? Que voulez-vous dire ?» Je veux dire qu'il a mis en scène sa disparition pour démasquer ceux qui voulaient le tuer. C'est à ce moment que je suis entrée dans la pièce. Mon nouveau visage les a tous trompés pendant quelques secondes. Puis Émilie a poussé un cri. « Alexandre? Mais tu es... différent ?» Merci la chirurgie esthétique. Bonjour tout le monde, désolée pour cette mise en scène, mais c'était nécessaire. Les réactions ont été édifiantes. Émilie semblait sur le point de s'évanouir. Célestine était devenue livide. Philippe cherchait désespérément une sortie. Margot calculait déjà ses chances dans un procès. « Comment as-tu fait ?» a balbutié Émilie. « J'ai fait semblant de mourir pour découvrir qui voulait vraiment ma mort. Et j'ai été servie au-delà de mes espérances. J'ai fait signe à Rémi qui attendait avec le matériel de projection. Sur l'écran sont apparues les photos de Célestine avec Victor Petrov, puis l'enregistrement de leur conversation téléphonique. C'est fait ? Plus proprement que prévu. Il a dû paniquer et se jeter dans le ravin. Célestine avait l'air d'un animal pris au piège. « Alexandre, je peux t'expliquer. Explique donc à ta fille pourquoi tu as payé quelqu'un pour tuer son mari. » Puis est venu l'enregistrement de Philippe et Margot. 45 millions d'euros. Plus qu'assez pour sauver l'entreprise. Et pour nous en mettre plein les poches. Philippe s'est levé brusquement. « Tu n'avais pas le droit. Cet argent aurait pu sauver des emplois. Tu avais le droit de me tuer pour l'obtenir ?» Enfin l'enregistrement le plus douloureux. La conversation entre Émilie et sa mère. « J'ai joué la fiancée amoureuse pendant 2 ans. 6 mois de plus, c'est faisable. Il t'aimait vraiment, tu sais. Tant mieux, ça rendait les choses plus faciles. » Émilie pleurait maintenant, mais je savais que c'était des larmes de rage, pas de remords. « Je t'aimais vraiment, » a-t-elle murmuré. « Tu aimais mon argent, nuance. Mais j'avais gardé le meilleur pour la fin. » Il me reste à vous révéler quelque chose que même moi je n'avais pas anticipé, ai-je dit, en sortant une enveloppe scellée. Voici les vrais comptes de l'Empire de Lalande, établis par un cabinet d'audit indépendant que j'avais mandaté avant notre mariage. J'ai étalé les documents sur la table. Célestine, Philippe, vous pensiez que votre entreprise était au bord de la faillite. Vous vous trompiez. Leurs visages se sont éclairés d'un espoir fugace. Elle est en faillite, depuis 8 mois. Vous êtes officiellement ruinés. L'espoir s'est transformé en terreur. Les 2 millions que vous perdiez chaque mois ont épuisé toutes vos réserves en janvier. Vous surviviez uniquement grâce aux avances sur trésorerie que vous vous accordiez illégalement. Philippe s'est effondré sur sa chaise. C'est impossible. C'est documenté. Plus encore, mes enquêteurs ont découvert que vous avez détourné 5 millions d'euros du fonds de pension des employés pour masquer vos pertes. Margot a pâli. Tu ne peux pas prouver ça. En fait, si. J'ai tous les virements frauduleux. Abus de biens sociaux, détournement de fonds, escroquerie. Vous risquez 15 ans de prison chacun. Mais voici le plus beau, ai-je continué. Vous avez essayé de me tuer pour récupérer mes 45 millions et sauver votre entreprise. Problème, même avec mon argent, vous ne l'auriez pas sauvé. Vos dettes dépassent les 60 millions d'euros. Le silence était total. Vous avez tenté de commettre un meurtre pour de l'argent qui ne vous aurait même pas sorti de vos problèmes. Célestine a trouvé la force de parler. Qu'est-ce que tu veux ? Justice. Victor Petrov a déjà été arrêté et a avoué. Et vous a tous balancé en échange d'une remise de peine. La police vous attend dehors. Comme sur commande, 6 policiers sont entrés dans le bureau. Célestine de Lalande, Philippe de Lalande, Margot Lemaire, Émilie Dufresne de Lalande
Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation, complicité d'association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et détournement de fonds. Mais ma vengeance ne s'arrêtait pas là. Pendant mes 6 mois d'exil, j'avais préparé autre chose. J'avais créé une fondation dotée de 40 millions d'euros pour aider les employés licenciés par l'Empire de la Lande. Chacun des 200 employés virés par Philippe recevrait 200 000 euros. Une somme qui leur permettrait de rebondir, de créer leur propre entreprise ou simplement de vivre dignement le temps de retrouver du travail. L'ancien clochard Fabrice, celui qui m'avait alerté en premier, devenait le directeur de la fondation avec un salaire de 80 000 euros par an. Pourquoi moi ? M'avait-il demandé quand je lui avais proposé le poste. Parce que vous êtes la seule personne qui ait essayé de me sauver la vie sans rien attendre en retour. Le procès a eu lieu 1 an plus tard. Célestine a pris 20 ans pour tentative de meurtre et complicité. Philippe, 15 ans, pour les mêmes chefs d'accusation plus les détournements de fonds. Margot, 10 ans, pour complicité et recel. Victor Petrov, déjà recherché pour d'autres crimes, a écopé de la réclusion à perpétuité. Et Émilie a pris 12 ans. Tentative de meurtre sur conjoint avec préméditation. L'accusation a retenu la perfidie particulière, avoir épousé sa victime le jour même de l'assassinat planifié. Lors de sa dernière permission de visite, elle m'a dit « Tu as détruit ma famille pour de l'argent. » « Non, ai-je répondu. Tu as détruit ton âme pour de l'argent. Moi, j'ai juste révélé ce qu'elle était devenue. » Aujourd'hui, je vis paisiblement en Suisse, sous ma nouvelle identité. Thomas Brenner a créé une nouvelle start-up qui emploie d'anciens salariés de la Lande. Nous développons des applications pour aider les victimes d'arnaques financières. Fabrice m'envoie des nouvelles régulières. La fondation prospère, les anciens employés s'en sortent tous brillamment. Certains ont même créé une coopérative textile qui concurrence les géants du secteur. Ma fausse mort m'a offert une vraie vie, plus authentique, plus précieuse, débarrassée des illusions sur l'amour intéressé. Parfois, il faut mourir pour renaître. Parfois, il faut perdre sa famille pour découvrir sa vraie valeur. J'ai choisi les bonnes personnes à aider, et cette fois, elles me le rendent sincèrement. Pour de vrai.